Bon, c'est bizarre parce que j'ai fait une chaîne de psychologie, mais en fait, on parle pas vraiment de tout ce qui existe en psychologie. Donc aujourd'hui, on va faire plein de références à d'autres types de domaines en psychologie. Je te donnerai d'autres chaînes pour que tu ailles plus loin. Bon, déjà, sache que ma chaîne, elle parle beaucoup d'un type de psychologie. Celle que tout le monde s'imagine quand on parle de psycho, c'est la psychologie clinique. La psychologie clinique, en gros, c'est celle qui étudie comment les gens vont mieux et qui est très centrée sur l'individu. Et ma chaîne, c'est pour 90% une chaîne de psychologie clinique. On prend des vidéos sur un phénomène individuel qui souvent fait souffrir des gens et j'explique le phénomène. En plus, c'est mon boulot de base puisque je suis psychothérapeute. D'ailleurs, quand tu as une formation en psychologie clinique, tu as le titre de psychothérapeute. C'est-à-dire que l'État français suppose que tu es apte à soigner des gens. Comme on va le voir au fil de la vidéo, se centrer seulement sur ça pour parler de santé mentale, c'est très réducteur. Et on reviendra sur mes vidéos qui ouvrent le champ d'action. Dans ce champ-là, de la psychologie, tu as des courants très différents les uns des autres. Mais j'avoue m'en foutre un peu aujourd'hui pour cette vidéo, car tu peux les trouver un peu partout dans les livres. La psychologie pour les nuls, alors on va plutôt parler du reste, parce que t'en as déjà bouffé de la psychologie clinique chez moi. Donc, on va voir plusieurs autres champs. Un champ qu'on connaît pas mal quand même de la psychologie, c'est la neuropsychologie. Alors, la neuropsychologie, c'est l'étude de ton fonctionnement cognitif et des liens entre ton cerveau et ton esprit. Et c'est quoi un fonctionnement cognitif ? Eh bien, c'est comment ton cerveau il traite l'information. Sache que ce que tu perçois et vois du monde n'est pas exactement le monde tel qu'il est. T'es pas une caméra ou un micro. Regarde, rien que pour la lecture, c'est juste des signes sur ton écran. Sauf que ces signes, ils prennent un sens complètement différent selon tes apprentissages. Et les voitures qui passent pendant que tu regardes la vidéo, tu les entends pas quand tu écoutes la vidéo. Mais maintenant que je te les dis, tu les entends. Et puis au fond de ton œil, il y a un trou où le nerf rejoint les cellules rétiniennes. Donc à cet endroit, il est physiquement impossible que tu reçoives la lumière. Pourtant, si tu fermes un œil, est-ce que tu vois un trou dans ta vision ? Ben non, parce que ton cerveau, il remplit le vide. Donc la neuropsychologie, ça a commencé à popper avec les avancées des données scientifiques sur le cerveau, et aussi grâce à des super événements qu'on appelle les traumas crâniens. Un exemple hyper connu, c'est celui de Phineas Gage. Le gars, il minait tranquille, et pour miner, tu perces la roche, pour mettre des explosifs dedans. Sauf que lui, pendant qu'il faisait, pof, ça a explosé, la barre de fer qui sert à miner, ça a pété dans sa gueule, et ça a transpercé son crâne. Alors, il a survécu, mais il était plus tout à fait le même. Il était devenu impulsif, incapable de planifier sa vie ou de se contrôler émotionnellement. Et tu as plein de cas comme ça assez connus que tu vois en cours de neuropsy, où des modifications cérébrales font apparaître des modifications d'esprit. Alors, c'est quoi l'intérêt de tout ça ? Bah déjà la connaissance en elle-même, hein, parce que dans une vision où ton esprit émerge de ton cerveau, c'est bien de comprendre l'organe qui fait émerger ta conscience par exemple. Mais c'est aussi qu'on peut utiliser de nouveaux traitements comme pour les aveugles, ou on peut aider au diagnostic comme pour détecter Alzheimer, ou on peut comprendre le fonctionnement du cerveau des personnes pour pouvoir s'adapter comme quand on fait avec les bilans neuropsy pour les gens atteints de TDAH. Alors sur la chaîne il y a assez peu de neuropsy, mais mis à part quelques données par-ci par-là. Pour plus d'infos, tu as la chaîne Neuropsychovlog, tu as aussi les informations du Raptor Neuropsy, ou pour les troubles neurodéveloppementaux, tu as la chaîne d'Intensément Podcast. Moi, ce qui m'éclate dans la neuropsy, c'est les cas très particuliers, comme par exemple les membres fantômes, la nosognosie, c'est-à-dire les gens qui n'arrivent même pas à se rendre compte qu'ils sont malades et qui sont par exemple paralysés. Peut-être qu'un jour, je ferai des vidéos dessus parce que vraiment, ça m'amuse vraiment beaucoup. Donc là, c'est des deux branches dont on entend vachement parler. Maintenant, tu en as une qui est très connue aussi, branche de la psycho, mais de manière indirecte, c'est la psy du développement. La psycho du développement, c'est la branche de la psycho qui étudie ton développement. Super. Voilà. Non, je déconne. En gros, le but est de comprendre les changements de ton organisme et de ta psyché au cours de la vie. Du coup, c'est extrêmement large et cela s'imbrique très fortement avec la neuropsy maintenant, car ton cerveau, il évolue aussi avec le temps, mais cela est quand même très différent, car on essaie de comprendre tous les processus au cours de la vie et pas que le cerveau. Donc le cognitif, comme par exemple, quand est-ce qu'un bébé commence à reconnaître les objets, l'affectif, comme quand est-ce qu'un bébé commence à s'attacher à ses parents, le moteur, comme de quoi a-t-on besoin pour apprendre à marcher,
Du social aussi, comme quand est-ce qu'un enfant commence à comprendre les normes sociales. Et je dis enfant, mais on pourrait se poser la question sur tous les âges de la vie. Même si à partir de 20-25 ans, il y a quand même une grosse période où les modifications développementales sont vachement moins fortes que dans ton enfance. Parce qu'entre 33 et 34 ans, ton organisme il a moins changé qu'entre tes 0 et 1 an normalement. Alors la psy du développement, tu en as sûrement entendu parler indirectement, puisque la plupart des livres de méthode éducative et sur les enfants, actuellement, s'abreuvent des connaissances en psycho du développement. Des fois en les reprenant super bien, des fois en les modifiant un peu malhonnêtement, et des fois en disant de grosses conneries. Si tu veux de la bonne psy du développement, je te conseille les livres d'Isabelle Roskam. C'est un peu la boss du game pour moi. Un jour, j'arriverai à avoir son autographe. Et si tu veux une bible absolue sur l'éducation, t'as Parenting Matters, qui vieillit mais reste un peu au-dessus de tout en termes de gestion des enfants et développement de l'enfance. Alors ça parle pas tous les sujets, mais c'est quand même super bien pour brosser large. Alors on va passer un peu moins connu. Enfin, moi je croyais que c'était hyper connu, apparemment pas tant que ça, parce qu'il y a des gens qui ouvrent les yeux quand j'en parle. Le premier, c'est la psychologie sociale. Bon, en général, si t'es psy, t'as eu plein de cours dessus, mais plein de gens connaissent pas. Beaucoup plus que je croyais. La psychologie sociale, elle étudie comment le groupe va influencer l'individu. Et il y a des milliers d'expériences, certaines hyper rigolotes, certaines fondamentales pour comprendre l'être humain. Dans les expériences rigolotes, t'as celles sur la vie des autres et les couleurs. On prend plein de gens et on montre différentes couleurs. Là, par exemple, parmi ces couleurs, laquelle tu trouves verte et laquelle tu trouves bleue. Tu réponds. Ensuite, on prend les gens qui ont répondu et on les fout dans des groupes. Et dans les groupes, t'as des complices du chercheur qui disent que c'est bleu tout le temps. Alors là, le mec, le sujet, il capte pas. Et bien ensuite, quand on lui redemande comment il classe les couleurs, et bien il va les trouver un peu toutes plus bleues qu'avant. Et ben ouais, rien que l'avis des gens autour de nous influence notre avis. En moins rigolo, on a l'expérience de la salle d'attente. C'est le chercheur, il fait rentrer quelqu'un dans une salle d'attente. Il y a un chrono qui dit le temps d'attente. Sauf que des fois, le chrono, il augmente d'un coup. Des fois, beaucoup, des fois, pas beaucoup. Ensuite, la personne, elle rentre dans la salle à côté, on lui dit, bah voilà un bouton, c'est toi qui décides quand tu augmentes le temps de la prochaine personne qui va arriver. Et si tout le monde était pipou, bah personne n'appuie sur le bouton. Et bien là, en fait, on voit que les gens, ils appuient sur le bouton en fonction du temps que eux, ils ont attendu. Plus ils ont attendu, plus ils font attendre les autres. Ce qui donne après des médecins chefs de service qui vont engueuler et détruire les internes en médecine et dire en interview devant des milliers de personnes, non mais c'est bon, nous on en a chié, donc ils peuvent en chier. T'as aussi en très connu l'expérience de 1000 grammes où on pousse des gens à électrocuter d'autres personnes parce qu'ils se déresponsabilisent de leurs actions. Et après, en mode vraiment important, en psychologie sociale, t'as plein d'études sur l'influence des organisations sociales sur ta personnalité et les violences subies par des groupes comme avec de l'autoritarisme, du racisme ou du sexisme. Alors on a très peu fait de psychosocial sur cette chaîne. Là où il y en a le plus de mémoire, c'est sur la vidéo sur l'origine des inégalités. Bon, par contre, t'as une grosse chaîne de psycho qui en parle. C'est la chaîne et le blog d'Hacking Social. Gros niveau sur le sujet. Et normalement, ici, sur cette chaîne, devrait y avoir une nouvelle vidéo de psychosocial pour comprendre quand est-ce qu'en fait tu es toi-même ou quand est-ce que tu es quelqu'un qui fait partie de ton groupe et comment le groupe change ta personnalité. Un peu moins connu encore, t'as la systémie. Alors la systémie, ça part du principe qu'on ne peut pas isoler une cellule de l'organisme et que donc on doit réfléchir à l'être humain non pas comme des individus qui interagissent entre eux, mais comme des individus faisant partie d'une structure plus grande qui va façonner leur esprit. Un peu comme le fait que ton cerveau qui est addict à l'alcool va finalement flinguer ton foie. Les deux, tu peux pas y réfléchir séparément. Selon moi, la systémie, c'est super important parce que c'est impossible de penser un être humain sans réfléchir à l'environnement dans lequel il évolue à sa place dedans. Par exemple, quand tu essaies de comprendre une famille, c'est pas possible d'isoler l'enfant en pensant le soigner seul. Alors que c'est la vie dans la famille qui construit l'enfant. Donc tu es obligé de comprendre comment s'organise la famille. Et les 2 livres que j'ai sortis, qui sont super d'ailleurs, qui passent leur temps à t'expliquer que ta santé mentale et ton bonheur, elles dépendent de tout ce qui t'entoure et de ta place dans la société. Donc la systémie, elle peut s'intégrer dans plein d'autres branches de la psycho, même si souvent on la relie à la psychoclinique, c'est-à-dire que c'est un type de thérapie qui permettent de comprendre le système dans lequel tu évolues pour essayer de te soigner. Mais ça passe très bien, par exemple, avec la psychosociologie sociale et la psychologie du développement, sachant que la famille et la société sont des systèmes qui construisent. Alors, sur la systémie, tu as la chaîne de Julien Bess qui en parle énormément. Le gars, il doit prendre de la cocaïne tout le temps parce qu'il sort beaucoup trop de vidéos pour ce qu'il fait dans sa vie. Ou alors, il va mourir de burn-out dans 15 jours.
Un autre domaine assez peu connu, c'est la psychologie de la santé. Ici, on se rapproche plutôt de l'épidémiologie. C'est-à-dire que le but est de trouver ce qui influence les populations à grandes échelles. Et ensuite, le but, c'est d'avoir de la prévention dessus et les meilleures actions possibles dessus. Donc le champ d'étude est hyper large quand on essaie de trouver les déterminants de la santé, autant au niveau biologique que social et économique ou culturel. Je ne connais pas vraiment de chaîne qui parle de psycho de la santé. C'est vrai que souvent, quand on parle de psycho, on te donne des bouts d'études de psychologie de la santé. Par exemple, j'en ai beaucoup parlé sur tout ce qui est comportement alimentaire et obésité. Alors mon rêve, ça serait d'avoir les mêmes modèles qu'on a sur l'obésité, mais sur tous les problèmes existants. Ça serait hyper pratique pour comprendre le monde et savoir où on doit le changer pour que les gens aillent mieux. Mais je connais assez peu de chaînes qui font ça, mais je connais assez peu de sites ou d'informations fiables là-dessus, sans qu'on se tape en fait tous les articles scientifiques. Avec des points communs, on a la psy du travail. Et là, on n'a quasiment jamais parlé sur les vidéos. Je compte en faire une d'ici la fin d'année, donc on verra ce que ça donne, surtout sur en fait dépression et vie au travail. Bon, ici, le but, c'est la compréhension du psychisme au travail. Pour moi, c'est très utile en psychopathologie, parce que les personnes qui travaillent sont parmi celles qui sont le plus à risque pour leur santé mentale selon l'OMS. Il y a plein d'applications à la psycho du travail. Par exemple, elle sert à comprendre les risques psychosociaux, qui sont en gros tous les facteurs qui vont venir te flinguer au travail. Comme de la psy de la santé, mais dans le monde du travail. Cela sert aussi à l'orientation et au recrutement, avec des tests qui permettent des bilans de compétences et mieux aiguiller les personnes. Par exemple, quand je bossais dans un centre de réinsertion professionnelle, il y avait des tests qui permettaient de prédire quelle formation une personne réussirait le mieux. Ça te donnait un pourcentage de chance d'y arriver en moyenne, et ça permettait aux gens de mieux choisir. Cela peut servir aussi à réfléchir à l'organisation du travail en mode systémie. Alors j'ai pas trop de ressources sur ce sujet, mais je vais bientôt faire quelque chose d'un peu utile si j'y arrive, comme je le souhaiterais, au moins pour la prévention au boulot. Et là, on arrive au type de psychologie que personne ne connaît. Certaines même, comme les deux dernières, il est possible que tu n'aies jamais eu aucun cours dessus, même si tu étais en psycho. Bon, la première, où au moins tu as des cours dessus quand tu es en psycho, c'est la psychologie interculturelle. Alors théoriquement, c'est génial, je trouve. Le but, c'est d'étudier les différences de comportement, des problèmes, des pathologies entre les différentes cultures. Alors pourquoi je trouve ça génial ? Eh bien parce qu'en changeant de population d'études, on trouve des résultats parfois différents entre les expériences. Et du coup, ça nous permet d'essayer de voir quels sont nos processus mentaux qui sont universels, qu'on retrouve partout dans l'humanité, ceux qui sont grandement influencés par la culture et ceux qui ne le sont pas. Et aussi de comprendre comment les différentes cultures, elles appréhendent les problèmes. Il y a une vidéo que j'ai failli faire à un moment donné, c'est sur « Est-ce que le TDAH, ça fait chier aussi en Afrique ?» Eh bien, sache que oui, avoir un TDAH en Afrique, ça t'aide pas trop dans la vie, selon les chercheurs africains et les études faites là-bas. Donc la psy interculturelle, ça a été l'idée de base de mon livre sur comment la société occidentale se flingue, sauf qu'au final, prendre tous les continents, ça aurait pris un peu trop de temps. Et puis en plus, il y a des continents, j'y connais rien, donc pour rendre ça vivant, c'est un peu compliqué. Et ce qui est bien aussi dans la psy interculturelle, c'est que ça permet aussi de confirmer des hypothèses sur des pathologies. Par exemple, on retrouve peu ou prou le même nombre de schizophrènes dans les différents pays, ce qui fait plutôt penser alors à une pathologie très biologique, peu dépendante de la culture. C'est pour ça qu'en la schizophrénie, c'est plutôt les hypothèses neurodéveloppementales qui sont mises en avant actuellement. Par contre, les troubles du comportement alimentaire ou l'obésité, dès que tu changes le système agroalimentaire d'un pays, tu peux voir péter dans tous les sens avec l'obésité. Il suffit d'introduire des médias, la télé par exemple, pour faire apparaître anorexie et bigorexie parce que les gens se mettent à vouloir devenir ce que leur corps et leur environnement ne pourra jamais leur accorder. Bref, c'est super intéressant, l'interculturalité. Si je gagnais à l'euro-million, je ferais plein de vidéos dessus. On va passer vite fait sur la psychodifférentielle. Alors, tu n'en as jamais entendu parler, mais tu sais forcément de ça de quoi se parle. Le but, c'est de comprendre ce qui différencie les individus et les groupes entre eux. Donc, tous les tests de personnalité de QI sont issus de cette branche de la psychologie. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais sache que ça existe parce qu'en fait, il y a plein de règles pour valider un test scientifiquement parlant. Tu peux pas te ramener avec ton test en disant « j'ai inventé un test pour savoir si t'es un bon bûcheron ». Il faut passer plein d'étapes que tu apprends en cours de psychodifférentiel en général. Et on arrive à deux branches de la psycho dont quasi personne n'entend parler. La première, c'est la psychologie critique. Celle-là, j'en ai déjà fait 4 ou 5 vidéos dans ma playlist. Dans ma playlist, recul sur le système de soins. Le but de cette branche,
c'est de prendre les postulats de base que l'on a dans toute la recherche et demander d'avoir un rapport critique dessus. Dans mes vidéos, la critique portait sur toute la psychologie clinique et notre façon d'envisager les maladies, où finalement, des gens qui ont manché dans la vie, on leur dit qu'ils sont malades, alors qu'en fait, leur maladie, c'est juste un résultat normal d'être dans un environnement de merde. Après, on va nuancer, dans mes vidéos, j'expliquais que voir les gens en tant que malades, ça peut avoir son utilité, mais qu'il est peut-être temps de commencer à passer à autre chose pour régler les vrais problèmes. T'as aussi d'autres angles critiques sur d'autres choses. Par exemple, t'as la chaîne de Omar Malingeni et son blog qui parle pas mal de psychologie critique, notamment les gros biais racistes dans la recherche. Parce que des biais culturels en fonction de qui fait la recherche, eh ben t'en as plein, d'où l'intérêt de la psychologie interculturelle. Dans la chaîne, t'as une très bonne vidéo aussi d'Omar Malingeni qui parle de certaines branches scientifiques ou de psychologie, qui en fait décident de s'affranchir des règles de ce que c'est une théorie scientifique pour faire n'importe quoi comme elles veulent. Comme avec certaines branches de la génétique du comportement et comment tu lis ton organisme avec ton esprit. Il y a aussi de gros biais qu'il faut interroger en psychologie. Par exemple, Albert Moukébert, il a fait une conférence sur un des plus gros biais. C'est les sujets d'expérience en psycho. Parce que souvent, les sujets d'expérience, on prend le plus pratique dans l'université, c'est-à-dire c'est des jeunes étudiants occidentaux. Et donc, on va faire des expériences sur eux et en déduire sur l'ensemble de l'humanité. Sauf qu'en fait, ils ne sont qu'une partie de l'humanité. Donc, est-ce que vraiment on peut conclure sur tout ce que l'être humain sur un petit groupe? Pas vraiment sûr, d'où l'intérêt de comparer avec la psychologie interculturelle et des expériences sur tous les continents. Bref, moi j'adore la psychologie critique parce que c'est elle qui te permet vraiment d'avoir des révélations et des changements de façon de voir les choses. Et l'un des plus gros biais de la psychologie, c'est d'étudier les individus isolés en premier. Sauf que ça fait 50 ans que l'on a bien évolué et on est arrivé à une psychologie que quasi personne connaît, c'est la psychologie émancipatoire. D'ailleurs, c'est tellement pas connu que t'as rien dessus en français, mais bon, on va pas demander à la France de rattraper ses 50 ans de retard sur des concepts psy. L'idée est que si on reprend l'ensemble des études de plein de domaines, on remarque un fait, c'est que les gens ils sont violents entre eux, ils s'égrasent, il y a même des groupes qui subissent plus que les autres, globalement, selon la situation. Bref, qu'il y a besoin de développer des approches en psychologie qui permettent aux gens de ne pas subir leurs conditions et finir malades entre guillemets. Parce que la psychologie sociale, elle apporte plein de billes pour comprendre comment les gens ils se flinguent entre eux. Mais il n'y a pas masse de solutions. Donc dans ces approches de psy émancipatoire, on peut citer la théorie de l'autodétermination de Ryan et Deci, qui est assez connue en psycho quand même. En gros, il y a l'idée que quelqu'un est plus libre de décider pour lui-même et plus il se sent bien dans la vie et moins s'il a de maladie mentale. T'as des vidéos sur le harcèlement de la chaîne Hacking Social qui s'insère complètement dedans, car le but est de réfléchir à changer comment l'école est organisée pour créer moins de violence. T'as l'OMS qui commence à dire depuis quelques années qu'il faut changer tout le système de santé parce que la psychiatrie, elle est un peu à la ramasse. T'as Karl Radner, un psychologue qui analyse les discours politiques dans ses livres qui écrasent le plus les gens et les discours qui seraient le plus à même à les ouvrir à moins de souffrance mentale. T'as les psychologues communautaires qui réfléchissent à comment on change l'organisation de la société pour que des groupes sociaux subissent moins. Et mon livre préféré sur les thérapies, c'est celui-là, et il est génial, parce qu'il prend en compte qu'avant de soigner quelqu'un, entre guillemets le soin, faut le libérer de son environnement ou de sa culture si elle lui fait du mal. T'as aussi Benjamin Schoendorf, je sais pas comment ça se prononce, qui a fait une petite chaîne, qui s'est fait straquer sur YouTube, mais je te mets le lien vers un autre site où tu peux voir, qui parle de quel type de psychologie on peut développer pour que les gens arrivent à mieux s'en sortir dans la vie. Bref, ça prend des infos de partout et ça réfléchit à l'humain dans son monde et pas l'humain isolé. Alors dans tout ça, et à se libérer des violences. Et dans tout ça, t'as plein de liens, t'as des théories qui tentent de mélanger un paquet de domaines. Par exemple, Bandura, c'est un des top 3 psychologues au monde. Il a pris la psychologie sociale, la neuropsy, l'étude des cultures, la psy du développement et pof, il te sort une théorie sur comment tu construis ton identité. Et c'est clair, limpide, ça explique plein de choses et ça s'insère dans plein de manières de voir le monde et l'émancipation d'un être humain. Et je fais aussi cette vidéo parce qu'en fait, il y a plein de gens qui se plantent sur la santé mentale et la psychologie. Par exemple, en ce moment, tu as un gouvernement qui veut un peu flinguer des structures sociales protectrices en les remplaçant par quelques petites séances chez le psy
beaucoup moins cher pour lui évidemment, tout en disant « Regardez, on va développer des nouvelles thérapies qui sont en fait que du focus hyper neuro, et en disant on va enlever des financements à ce qui fait de la systémie ou du développement pour le foutre que dans des troubles neurodéveloppementaux, ce qui est complètement débile si tu vois tout ce que la psychologie est. Maintenant, ça m'étonnerait pas que les mecs au gouvernement s'approchent de quelques entrepreneurs du domaine. S'il y a des journalistes qui veulent enquêter, il y a quelques pistes. Comme les journalistes, d'ailleurs, désolé, les journalistes, quand ils font une enquête sur la dépression et que la seule putain de thérapie dont ils parlent, c'est les ECT, il y a un putain de problème quand on sait que des thérapies, il y en a plein ici, que 25% des travailleurs sont à risque plus élevé de dépression à cause de leur boulot, que deux tiers des gens en dépression ont des traces de violences éducatives, que des groupes sociaux entiers sont plus à risque de par leur discrimination. Donc quand on vient de parler de dépression en disant « Haha, c'est une maladie d'une hormone dans le cerveau, regardez, on envoie des bzz dans la tête », c'est vraiment que vous n'avez pas cherché à comprendre quoi que ce soit en fait. Voilà. Si tu as des rêves que je ne connais pas sur ces différentes approches, balance-les, parce que je suis loin de connaître tout. Ça serait mieux si c'est en français pour les gens, parce que moi, ça me dérange pas l'anglais, mais en général, ils vont pas voir si c'est pas en français. Et je les mettrai en description. À plus tard pour de nouvelles aventures. Ah oui, petit point, même si tu es très neuro et très psychologie clinique, sache que le monde n'est pas isolé de tout le reste. Et quand par exemple tu n'arrêtes pas en ce moment d'avoir des médicaments très utiles pour la gestion de la bipolarité, de la schizophrénie, du TDAH qui sont en pénurie constamment, c'est pas parce qu'ils sont difficiles à produire. C'est peut-être parce qu'il y a des gens qui ont envie de se faire du fric et vendre au plus offrant certains médicaments essentiels aux gens. Voilà! Là, c'est la bonne journée enfin. Voilà, hop, c'est fini.